Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau webinaire 3D Native. Je vois que les participants nous rejoignent progressivement puisqu'il est 10 heures pile. Aujourd'hui, on va voir comment la technologie développée par HP, donc le Multi-Jet Fusion, permet de répondre aux besoins de ses clients. Donc, bonjour à tous vous qui nous rejoignez. On répondra du coup à cette question par le biais du retour d'expérience de Sculteo, qui est un service d'impression 3D qui a déployé un parc de machines et un processus pour industrialiser les demandes de ses clients. Donc, je suis accompagnée de Clément Moreau, qui est le CEO et le cofondateur de Sculteo, ainsi d'Hervé Turki, qui est Channel Manager des pays nordiques et Account Manager France chez HP 3D Printing. Bonjour messieurs, on va juste vérifier que le son marche bien de votre côté. C'est OK de mon côté. Je vous entends parfaitement. Bonjour. Bonjour Tout marche bien à de mon tous. côté aussi. Parfait. Donc, on va attendre progressivement que les gens se connectent, puisque, encore une fois, il est 10h01. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose du coup un sondage qui va apparaître sur vos écrans. Alors, c'est 3 questions, très courtes, très faciles, juste pour permettre à Hervé et à Clément de mieux cerner leur audience aujourd'hui, votre degré de connaissance sur la technologie HP, ce que vous recherchez. Donc, n'hésitez pas à répondre au sondage qui est affiché sur vos écrans. Je tenais également à vous dire que le webinaire sera disponible en replay, donc sur la chaîne YouTube de 3D Native, et que vous avez la possibilité pendant tout le webinaire de poser vos questions dans l'onglet Q&A qui est prévu à cet effet en bas de votre écran. Voilà, donc n'hésitez pas, surtout profitez de ce webinaire, de cette session pour poser toutes vos questions à Hervé et à Clément sur du coup la technologie HP, les matériaux compatibles, les applications qui sont aujourd'hui possibles. Voilà, donc les participants se connectent progressivement. Donc bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Encore une fois, un sondage affiché à l'écran, n'hésitez pas à répondre. On parlera du coup aujourd'hui de la technologie HP Multi-Jet Fusion et comment est-ce qu'elle permet de répondre aux attentes et aux besoins de clients. Pour ce faire, on aura le retour d'expérience de Sculteo qui nous présentera des cas d'application concrets. Donc, je vais vous présenter l'agenda d'ici peu. Je vais fermer du coup le sondage dans quelques minutes, puisque vous êtes encore quelques-uns à répondre. Donc, n'hésitez pas. Encore une fois, ça permettra à Hervé et à Clément d'en savoir un peu plus sur l'audience aujourd'hui. Hop. Donc, je laisse encore quelques secondes. Parce qu'il est 10h03, on va pouvoir après commencer. Vous êtes 75% à avoir répondu. Je vais mettre fin au vote et partager du coup les résultats. Donc pour 71% d'entre vous, vous connaissez déjà la technologie HP Multi-Jet Fusion. Donc certains ne la connaissent pas encore. On reviendra sur le procédé lui-même, peut-être un peu plus en détail avec Hervé plus tard. La majorité d'entre vous souhaitent imprimer du coup des prototypes et des petites séries, ainsi que des pièces d'outillage pour 32%. Et enfin, la dernière question, dans quelle mesure utilisez-vous les imprimantes 3D? Vous êtes 46 du coup à travers un service bureau et 43 quand même à avoir investi dans une machine. Donc justement, ça va être intéressant d'avoir le retour d'expérience de Sculteo et de Clément. Hop, j'arrête le partage. Juste avant que vous vous présentez, messieurs, pour ceux qui ne me connaissent pas, bonjour à tous, je suis Mélanie Renard, je suis la rédactrice en chef de 3D Native. 3D Native qui est une plateforme média donc dédiée à l'impression 3D qui est aujourd'hui disponible en français, en anglais, en allemand et en espagnol. Hervé, je te laisse la parole et te présenter rapidement. Oui, donc Hervé Turki, je suis Channel Partner Manager pour les pays nordiques et Account Manager pour la France, principalement dans le secteur médical en France. Je suis chez HP depuis un peu plus d'1 an et auparavant, j'étais dirigeant d'une start-up dans le domaine de la robotique et du contrôle de qualité pour l'industrie. Voilà. Et j'ai une formation de roboticien à la base.
Très bien. Merci Hervé. Clément? Bonjour, alors je suis Clément Moreau, je suis le directeur général, cofondateur de Sculteo. Donc j'ai fondé Sculteo en 2009 avec l'idée que l'impression 3D était en train de devenir une véritable technologie de fabrication plus que de prototypage et de maquettage. Depuis, on a fait pas mal de chemin. On a été dans le grand public, on a fabriqué des pièces pour beaucoup de startups, beaucoup d'entreprises très innovantes. Et fin 2019, ça nous a permis de vendre la société au groupe BASF, donc, que nous avons rejoint et avec lequel nous participons donc, à l'évolution des matières du groupe BASF et des services que nous sommes capables de donner aux clients. Et pour ma part, je suis un ingénieur. J'ai fait une dizaine d'années de logiciels dans les télécommunications avant de créer Sculpteo en 2009. Merci Clément. On va rapidement zoomer sur l'agenda maintenant. Si on passe à la slide suivante. Alors, on va aborder plusieurs points. Tout d'abord, on va commencer avec la technologie HP Multi-Jet Fusion et les matériaux qui sont aujourd'hui compatibles avant que Sculpteo nous présente ses capacités de production et différents cas d'application qu'ils ont aujourd'hui réalisés. Hervé en présentera également vers la fin. J'en profite pour vous rappeler que vous pouvez poser toutes vos questions donc, dans l'onglet Q&A prévu à cet effet, donc en bas de votre écran sur Zoom. N'hésitez pas à vraiment profiter de ce webinaire pour poser toutes vos questions à HP et Sculpteo. On va donc commencer par une courte introduction, alors plutôt une mise en contexte finalement, parce que je ne vais pas revenir sur le fonctionnement de la technologie HP en tant que telle. Je ne vais pas rentrer dans le détail. C'est plus un aperçu général. Donc, HP s'est lancé sur le marché de la fabrication additive en 2016 et a depuis développé donc, une large gamme de machines, dont des options en couleur. C'est un procédé en fait, qui fonctionne à base de poudre et d'une encre qui agit comme un agent de fusion. Et il est aujourd'hui compatible avec une large gamme de matériaux comme des polyamides, mais aussi du polypropylène ou du TPU. Clément et Hervé reviendront sur ces points-là plus tard. Ce qui est particulièrement intéressant avec ce procédé, finalement, c'est sa vitesse, puisque au lieu d'avoir un laser en fait, qui vient fusionner les particules de poudre point par point, on a une lampe en fait, infrarouge qui vient en un seul passage réaliser ce travail. Donc, l'un des avantages vraiment de ce procédé, c'est sa rapidité. C'est une technologie qui vient offrir également une grande répétabilité à de nombreuses industries. Donc, on va avoir beaucoup d'applications dans le domaine médical, mais aussi dans la mobilité, dans le secteur des biens de consommation. Donc, les applications sont très larges. On vous présentera des cas en fin de ce webinaire pour que vous ayez vraiment un aperçu de ce qu'il est possible de faire. On peut avoir des détails élevés et finalement un coût assez compétitif. Et donc, du coup, pour parler vraiment de tout ça, sur ces différents points, je vais laisser la parole à Hervé, qui justement va rentrer davantage en détail sur le procédé et le portefeuille des matériaux. Merci Mélanie. Donc, je vais attaquer directement dans le vif du sujet. HP, il y a à peu près 5 ans de ça, a décidé de mettre sur le marché la technologie MJF Multi-Jet Fusion avec 3 objectifs clairement identifiés. Le premier, c'est d'apporter un procédé très productif avec le critère premier qui est un critère de vitesse. C'est un process qui s'opère en couches, en une seule passe, avec des modes, on va dire, basiques d'impression qui se déroulent sur une douzaine d'heures et des modes un petit peu plus rapides qui se déroulent en 10 heures. Donc là, c'est typiquement sur le PA12, le polyamide 12. La deuxième partie, en fait, c'était vraiment que le système Multi-Jet Fusion produise et vous propose des pièces qui sont fonctionnelles, de très bonne qualité, des pièces qui sont d'ailleurs isotropiques en termes de propriétés mécaniques et non poreuses. Donc là, on est sur un niveau de qualité pièce qui est élevé par rapport aux autres technologies d'impression 3D. Et le troisième aspect, bien évidemment, qui n'est pas négligé, c'est l'aspect économique. Donc l'idée, c'était d'apporter sur le marché un système de production qui soit extrêmement compétitif et de venir clairement sur des marchés où aujourd'hui l'injection plastique avec des moules aluminium sont présents. Voilà.
Donc, cet aspect économique est vraiment présent, d'autant plus qu'on a un volet prix poudre aussi qui nous permet d'adresser ce type de marché. Voilà, notamment avec les poudres de chez BASF, TPU et PP. Pour revenir sur la technologie en elle-même, c'est une technologie, comme je disais, de dépôt de couches, des couches de 80 microns d'épaisseur, donc sur une hauteur de 380 mm de haut. Et le bac fait 480 par 380 par 380 mm. Ça fait à peu près 41 litres de matière à l'intérieur du bac de production. Dans un deuxième temps, on vient déposer des agents détaillants et fusionnants. Donc, les agents détaillants, alors excusez-moi, je vais mettre mon laser. Les agents détaillants sont ici, cette partie en bleu, et donc ici les agents fusionnants. Dans un troisième temps, on applique l'énergie. Donc, l'impact des agents fusionnants fait que la matière fond, et couche après couche, on crée un bain, une zone qui est en fusion. D'où l'homogénéité, l'isotropie de nos pièces et la non-porosité, contrairement à d'autres technologies. Et tout ça s'opère et se contrôle au niveau voxel. Donc, voxel, c'est 3 dimensions, puisque pixel, on contrôle en XY, et là, voxel, on vient rajouter la 3e dimension, le Z, et on contrôle couche après couche l'état et le niveau de température sur différents points du bain et du bac d'impression. Voilà. Au niveau du portfolio, on a les machines de prototypage, les séries 300, 500. La première machine de production, c'est la série 4200. Et donc, la toute dernière génération, la série 5200. Donc, c'est la machine sur laquelle les développements logiciels et matières se font à l'heure actuelle. Donc, c'est clairement la machine sur laquelle HP a misé pour les prochaines années. Je l'ai déjà dit, on produit des pièces qui sont isotropiques en termes de propriété. On a un très très haut niveau de réutilisabilité au niveau de nos poudres, puisqu'on est entre 80 et 100% de réutilisabilité, 80% sur les polyamides, 11-12, et jusqu'à 100% sur le polypropylène de chez BASF. Voilà. Et c'est une technologie qui ne nécessite pas de support. Le seul support, c'est la poudre qui est présente dans l'unité de production. Donc d'ailleurs, ça me permet d'enchaîner, puisque tout de suite après, vous allez voir un film qui vous présente un petit peu le workflow, le flux de production. Vous avez ici sur la gauche l'unité de production, qu'on appelle build unit, là où la poudre est stockée. La poudre est transférée de l'unité de gestion des poudres vers la build unit au tout début, avant une production. La build unit est elle-même transférée et insérée au niveau du printer, qui va imprimer pendant une douzaine d'heures, suivant le matériau. Une fois que l'impression est faite, est opérée, la build unit est ressortie et réinsérée au niveau de la station de gestion des poudres pour pouvoir à la fois dépoudrer les pièces et récupérer les pièces. Et là, tout de suite, je vais lancer un film. Vous allez voir, alors il n'y a pas de son, mais vous allez voir un petit peu le workflow complet. C'est un film qui s'est fait sur notre site R&D et de Sant Cugat à Barcelone. Voilà. Donc là, vous retrouvez tous les éléments. Donc là, typiquement, vous voyez, ça commence par le nesting. Le nesting est une phase importante. C'est la phase de préparation de l'impression. Là où on vient agencer les pièces nécessaires à l'impression. Ici, vous voyez notre centre R&D à Sant Cugat. C'est le centre aussi qui nous permet de développer des nouveaux produits. Donc, la processing station, la station de gestion des poudres. J'ai un retour son en même temps, donc c'est pas facile. Voilà, quelques pièces, des lunettes, des casques pour bébé, des moules dentaires, des semelles. Donc là, on a vu des produits bruts, non post-traités.
Et là, vous voyez le process en passe qui s'opère dans notre machine. Bien évidemment, on a un logiciel de GPO qui nous permet de traquer en fait l'état de la production sur une ou plusieurs imprimantes. Et donc, l'opérateur vient ramener la production au niveau de la processing station afin de récupérer à la fois les pièces et la poudre. Donc là, c'est la phase de refroidissement des pièces. Bien évidemment, on a une impression qui s'opère entre 160 et 180 degrés. Il est absolument nécessaire d'opérer un temps de refroidissement au niveau de la machine et après hors machine. Et là, on est à la phase d'unpacking que je vais détailler par la suite. On vient récupérer donc, comme je disais, la poudre, les pièces. Comme vous voyez, en fait, on peut très rapidement travailler avec 2 build units, les remplir de poudre, et ce qui permet en fait d'avoir aucune rupture de production au niveau de l'imprimante et de la faire travailler non-stop, 7 jours sur 7. Donc, on a vraiment du temps masqué qui s'opère en fait en amont et en aval de l'imprimante, mais l'imprimante peut être alimentée en permanence par des unités de production remplies de poudre pour vraiment avoir une production en continu et un flux de production continu au niveau de l'imprimante. Alors, désolé, j'avais un retour son dans mon casque de la vidéo. Apparemment, vous ne l'avez pas eu de votre côté, mais j'ai tenté de faire les commentaires comme je pouvais. Donc là, c'est pour redécrire cette slide, le process de fabrication. Donc, ça commence, et là, c'est une phase très importante, puisqu'elle a un impact à la fois sur la qualité des pièces, mais sur le prix des pièces. Le nesting, c'est l'agencement des pièces à produire dans le bac d'impression, donc 41 litres, comme je l'ai mentionné auparavant. Et effectivement, plus on en met, plus le coût de production par pièce va diminuer. Bien évidemment, il y a des contraintes physiques, notamment en termes de distance entre pièces à respecter. Mais là, c'est une phase très, très importante pour avoir un coût de production le plus optimisé possible. Comme vous l'avez vu dans le film et comme je l'ai décrit, la station de gestion des poudres qui permet à la fois de charger la build unit et aussi de la décharger de poudre et de pièces, l'imprimante, la phase de refroidissement qui est effectivement très importante. En général, pour du PA12, on est sur 12 heures d'impression et une trentaine d'heures de refroidissement. Et la phase d'unpacking, donc de dépoudrage, qui peut se faire soit en semi-automatique, comme vous l'avez vu dans le film, soit maintenant en automatique depuis le début de l'année. Donc, c'est une machine de dépoudrage automatique, une unpacking station, qui est vraiment très pratique quand on commence à avoir 3-4 imprimantes. Là, on a une cohérence à connecter ce type de machine et à travailler en mode complètement automatique au niveau du dépoudrage. Et bien évidemment, la dernière étape, qui est également essentielle, c'est la partie sablage, puisqu'il reste toujours des traces en fait, de poudre au niveau des pièces qu'il faut absolument enlever. Après, on peut travailler où vous avez peut-être un besoin qui se limite au niveau des pièces brutes, mais on peut aller beaucoup plus loin. On peut appliquer différentes opérations, polissage chimique, mécanique, peinture, teinture, appliquer des coatings, typiquement des coatings de résistance UV. On a des partenaires et des partenariats là-dessus. On peut vous accompagner, vous aiguiller, mais nos pièces, effectivement, sont parfaitement compatibles avec ce genre d'opération post-processing. Très rapidement sur l'amont et l'aval autour de ce système de production, donc autour de la technologie MJF, qui est une technologie ouverte, à savoir que nous, on ne produit pas nos poudres, on s'appuie sur des grandes machines, typiquement BASF, qui nous fournit les TPU et notre polypropylène, notre PP. Mais après, nous avons travaillé avec d'autres grands noms de la chimie. Nos systèmes s'interfacent très facilement avec les logiciels de CO type CMS NX, CATIA, SolidWorks. Et bien évidemment, Magix, qui est la partie nesting, la partie agencement des pièces avant impression. Ça, c'est des logiciels qui se connectent parfaitement à notre système. En aval, bien évidemment, il y a tous les grands noms du post-pro, AMT, Dimension, Jirbao. Donc, c'est des sociétés qui proposent des systèmes de teinture, polissage chimique et autres post-pro qui sont accessibles sur nos pièces.
Pour finir, pour vous donner un tour d'horizon des différents matériaux accessibles sur nos technologies, on n'a pas un portefeuille extrêmement important, mais on a déjà tous les polyamides, polyamide 11, 12, le 12 chargé de bits de verre, le polypropylène, le TPU, et un TPA sur notre 4200. Voilà, vous avez un petit peu le panel des matières, sachant aussi sur nos machines de prototypage série 500 et 300, on a uniquement du PA12 qui est accessible. Et là, vous avez un tableau où vous avez un ensemble de caractéristiques, propriétés mécaniques qui sont, voire résistances chimiques, qui sont répertoriées en fonction de vos besoins et contraintes et du projet que vous avez à développer chez vous. Voilà. Pour ma part, là, tout de suite, c'est terminé. Clément, je te laisse la main. Merci Hervé pour cette présentation générale de la technologie. Je crois qu'il faut que tu arrêtes. Voilà. Ça y est. Voilà, moi je voulais commencer par vraiment revoir le fondement de Sculteo. Donc, chez Sculteo, nous sommes vraiment convaincus que la fabrication additive est une véritable technologie de fabrication et nous sommes convaincus qu'elle pourrait servir à beaucoup plus d'entreprises encore que ce qu'elle est déjà utile. En 2009, quand j'ai créé la société, je passais mon temps à expliquer que la fabrication additive existait. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'intervenais sur une conférence, ce n'était pas encore l'époque de autant de webinaires, c'était 10 ans avant le Covid, même un peu plus, 11 ans avant le Covid. Donc, on utilisait beaucoup moins les webinaires et beaucoup plus les conférences réelles dans les théâtres et dans les cafés. Mais en tout cas, on passait notre temps à expliquer que la fabrication additive, l'impression 3D, ça existait et que ça pouvait faire des vraies choses. Aujourd'hui, tout le monde connaît l'impression 3D. L'essentiel des ingénieurs ont déjà utilisé une imprimante 3D. On a vu dans le sondage que 90% de l'audience avait déjà utilisé une imprimante 3D, soit en interne, soit à travers un service bureau. Néanmoins, les gens utilisent l'impression 3D essentiellement pour faire du prototypage encore. On a aujourd'hui encore 50% de chiffre d'affaires qui est lié au prototypage, mais c'est déjà aussi 50% de chiffre d'affaires qui est lié à la fabrication en petite série et en grande série. Et donc, c'est là où on veut travailler, c'est là où on est convaincu qu'il faut encore travailler, continuer d'aider les clients, d'aider le public à utiliser la fabrication additive pour aller en production. C'est vraiment ça notre objectif aujourd'hui. Quelques chiffres sur Sculteo. Donc, on est basé ici à Villejuif, donc au sud de Paris, une dizaine de kilomètres au sud de Paris. Sur le site, nous avons une trentaine d'imprimantes 3D industrielles. Donc, quand on dit industrielles, ce sont des machines qui sont des machines de production. Je ne compte pas les petites machines à dépôt de fil. Environ 1500 mètres carrés d'atelier avec 40 personnes qui travaillent en production, ingénieurs, techniciens, opérateurs. Au total, plus de 100 combinaisons de matières et de finitions. Je pense même beaucoup plus que 100 maintenant, ça doit être au-dessus de 150. Pour environ 400 000 pièces produites sur les 12 derniers mois et environ 15 000 commandes différentes. Donc, c'est aujourd'hui Sculteo, vraiment quelque chose qui a atteint une échelle semi-industrielle sur certains domaines. Et encore une fois, on continue de faire aussi de la pièce unique. C'est-à-dire que pour nous, c'est très important de continuer à supporter nos clients sur de la pièce unique et sur du prototypage, dans l'intérêt, dans l'objectif de les amener à faire de la production, à aller vers plus de volume, pour avoir plus de revenus probablement, mais aussi parce que nous croyons que la technologie de fabrication additive peut vraiment être un moteur d'innovation. Moi, ce qui m'intéresse dans ce métier, ce qui continue de m'intéresser, c'est vraiment que nos clients sont presque tous des gens innovants. Et aider nos clients à innover plus rapidement, c'est quand même assez passionnant de se dire que quand nous gagnons du temps sur les projets, nous gagnons du temps
sur le projet de notre client. C'est vraiment ça la réalité de Sculpteo aujourd'hui. Pour ce qui est de nos imprimantes HP, alors là, vous avez une photo d'une 4200, mais nous avons aussi des 5200. Nous avons 7 systèmes installés aujourd'hui, avec la volonté de continuer d'investir sur le domaine, avec environ 120 000 pièces imprimées par an, environ 800 jobs fabriqués par an. C'est même pas avec le parc, avec les 7 machines, puisque nous continuons d'installer des machines. On a installé à peu près une machine par mois depuis un trimestre. Donc ça croît, ça grossit très très vite actuellement chez nous, la fabrication avec les matières HP. Et une des raisons principales à l'expansion du parc HP chez Sculpteo, c'est que c'est la meilleure technologie aujourd'hui pour ce qui est production. C'est la meilleure technologie pour des raisons de coût, pour des raisons de matière et pour des raisons de diversité de qualité mécanique qu'on peut obtenir dans l'usine. Quelques petites choses aussi sur le côté usine chez Sculpteo, sur l'usine HP. Notre usine est entièrement connectée, c'est-à-dire que tout notre flux de production est géré de manière informatisée sur un logiciel que nous avons développé en interne qui permet vraiment un suivi complet de la fabrication. C'est-à-dire que quand vous passez votre ordre de commande directement sur Internet, sur sculpteo.com, vous avez une traçabilité complète, vous savez où en est la pièce dans le système et nous savons, nous, exactement à quel endroit de l'atelier. Alors, vous ne savez pas sur Internet dans quel endroit de l'atelier est la pièce, mais nous le savons. Et nous avons vraiment la possibilité de suivre entièrement la fabrication directement sur notre système. Le déballage et la finition est de plus en plus automatisé. Hervé en a parlé tout à l'heure de la station de dépoudrage automatisée, donc c'est quelque chose qu'on est en train d'intégrer. Et des performances en termes de finition qui sont aussi importantes. Nous sommes équipés en lissage chimique, nous sommes équipés en teinture, avec vraiment la volonté d'utiliser des procédés qui sont des procédés industriels et procédés par l'eau. On fait le moins possible de travail manuel pièce par pièce et le plus possible de travail industriel, puisque vraiment nous croyons que la fabrication additive doit évoluer vers les technologies de fabrication, vers la technologie industrielle, et s'éloigner le plus possible du travail manuel qui est quand même très très cher. Dès qu'on intervient manuellement sur une pièce, ça coûte très cher. Alors nous faisons ça pour quatre grandes familles de matières. Avec les technologies HP, les matières se ressemblent toutes en photo, puisqu'on arrive, sur des pièces qui sont grises, grisonnantes même, on va dire, sur les photos. Donc ça, c'est lié à ce que vous a montré Hervé tout à l'heure sur l'agent de fusion. Donc l'agent de fusion, c'est du noir de carbone essentiellement. Et donc ça colore les pièces dans cette couleur noire grise. À l'intérieur des pièces, si vous coupez, vous trouvez du noir. Mais évidemment, la surface de la pièce, qui est l'interface entre de la poudre qui est blanche et l'intérieur de la pièce qui est noire, alors cette surface, elle est grise, plus ou moins grise selon les matières, mais c'est toujours un peu gris. Donc on a les PA12 qui sont des plastiques rigides, c'est la solution historique de l'impression 3D, c'est encore le plus gros du marché aujourd'hui, mais ça va changer probablement. Nous avons les PA11 qui sont des très bonnes alternatives aux PA12, une meilleure résistance à l'impact, un plastique qui est légèrement plus flexible, qui va être capable de faire par exemple des mécanismes type charnière qui vont être plus solides qu'en PA12. En PA11, on peut faire des milliers de cycles sur une charnière sans la casser, donc ça c'est quand même très intéressant. La troisième famille de matières qui est faite par BASF, qui sont des polypropylènes. Là, ce qui est intéressant, c'est que ce sont des vrais polypropylènes. C'est-à-dire ce ne sont pas des matières qui ressemblent à des polypropylènes, ce sont véritablement un polypropylène au sens chimique. Et donc, nous avons beaucoup des caractéristiques des polypropylènes. Donc, d'abord, les caractéristiques mécaniques. En termes de ductilité, on a une élongation à la rupture qui est beaucoup plus grande que sur les autres matières. Une robustesse aussi mécanique
et les caractéristiques chimiques, puisque là, c'est un vrai polypro, et donc il a les caractéristiques chimiques des polypropylènes. Les caractéristiques chimiques intéressantes, par exemple pour faire des réservoirs, on peut faire un réservoir d'huile ou de gasoil, ça va fonctionner, on peut mettre des solvants, ça va fonctionner. Là où c'est moins intéressant, c'est qu'il y a une certaine difficulté à teindre la pièce. Si vous voulez vraiment la colorer avec un procédé de teinture, c'est un polypro, donc la teinture, elle ne mourra pas très bien dans un polypro. Mais ça, c'est on va dire, l'envers de la médaille de la résistance chimique. Et puis la dernière famille de matières sont les TPU, donc polyuréthane thermoplastique, aussi développés par BASF et vendu par BASF. Donc là, ce sont des matières qui sont extrêmement flexibles, puisqu'on est sur des shores A de l'ordre de 80-90. Donc c'est vraiment, alors c'est pas du silicone, hein, c'est pas pas un caoutchouc, c'est moins flexible qu'un caoutchouc, mais c'est beaucoup plus flexible qu'un pierre. Donc on est sur un plastique qu'on va vraiment pouvoir tordre, manipuler. Ce mécanisme que vous voyez à l'écran, qui est un préhenseur, est un mécanisme en une seule pièce, mais qui, par pneumatique, est capable d'attraper des œufs. Alors, ça sert dans des robots en usine pour attraper l'œuf et le déposer plus loin. C'est vraiment un gripper monopièce. L'intérêt de faire une mécanique en monopièce, c'est qu'en termes de maintenance, c'est beaucoup plus simple. Il n'y a pas de pièce qui peut casser, pas d'assemblage, pas de vis, pas de choses comme ça, pas de lubrification. Vous êtes vraiment sur une mécanique extrêmement simple, avec simplement un effet pneumatique à l'intérieur qui permet de faire des choses. On fait beaucoup d'autres choses en TPU et on a quelques exemples par la suite avec cette matière. Alors là, le premier cas d'usage que je voulais vous présenter, qui est la société Hexadrone, pour lesquels nous faisons en PA12 et avec une finition polissage et grenaillage, des pièces de drone. Donc alors on ne fait pas tout le drone pour Hexadrone, puisqu'évidemment ils font toute la valeur ajoutée en termes de moteur et en termes d'électronique vient d'Hexadrone, mais nous faisons une quinzaine de pièces fabriquées en 3D par drone, beaucoup de supports, beaucoup d'accroches, beaucoup de pièces qui servent aussi à mettre par exemple la caméra ou ces choses-là. Donc là c'est pour nous très intéressant, puisque c'est un partenariat qui existe depuis 2014 et ça a permis de fabriquer plus de 1000 drones, 1350 drones au moment où on a mis à jour cette slide, avec 450 références produits différentes. Et c'est ça qui est intéressant dans la 3D, c'est qu'on est sur de la véritable production, mais on voit qu'au cours des années, on a vraiment changé les références en permanence. Il y a 15 pièces fabriquées dans un drone aujourd'hui en 3D, mais en 7 ans de collaboration, il y a eu 450 références différentes. On ne peut pas imaginer faire ça avec des moules. On ne peut pas imaginer pour 1000 drones, faire 1000 drones avec des références différentes. Et c'est ce qui est intéressant dans la 3D, puisque oui, c'est de la production, et là vraiment je veux insister, c'est de la production. Ces drones servent réellement sur le terrain. Hexadrone vend des drones avec des pièces qui sont fabriquées en 3D. Donc on est dans le domaine de la production, mais on n'est pas dans le domaine de la production comme la production en injection plastique. On est dans une production qui est tellement agile qu'au cours des années, il y a eu 450 références différentes. Et donc c'est cet entre-deux que permet la 3D et avec lequel le client est satisfait, puisque ça fait quand même 7 ans qu'il travaille avec nous, donc je pense qu'on peut dire qu'il est satisfait. Et ça lui permet d'aller sur des modes de conception beaucoup plus agiles, avec une centaine d'itérations avant la mise sur le marché, puis des itérations qui continuent, puisque on sait que dans les sociétés innovantes, on continue d'innover. Moi, j'ai été responsable logiciel avant, on continuait d'innover. Tous les 15 jours, on avait une nouvelle version de notre produit logiciel.
innover dans la mécanique, c'est quand même beaucoup plus compliqué que d'innover dans le logiciel. Si vous mettez avec un injecteur plastique, si vous faites un moule, vous allez avoir un investissement initial qui est fort. Si vous faites de la 3D, vous allez décaler cet investissement initial et au contraire continuer à pouvoir innover plus loin dans la vie du produit. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Il est clair que si Hexadrone se met à vendre des dizaines de milliers ou des centaines de milliers de drones, à un moment, ça va se stabiliser. Il va y avoir des pièces plus de pièces qui vont passer en injection plastique. On sera ravis d'ailleurs de cette situation, puisque nous, notre marché, c'est de travailler sur l'innovation. Donc, on croit vraiment à ce genre de société. Si d'aventure, ils devaient se mettre à vendre des centaines de milliers de drones identiques, ils auraient aussi des projets innovants, et donc on serait ravis de travailler sur les projets innovants et de laisser les centaines de milliers à un injecteur plastique. Il n'y a pas du tout de guerre entre l'injecteur plastique et l'imprimeur 3D. Au contraire, on travaille ensemble pour permettre à nos clients d'innover le plus rapidement possible. Un autre exemple qui m'intéresse beaucoup, c'est ProSuite, donc une société qui est dans le médical, qui fait des prothèses. Là, ce qu'on voit, c'est une prothèse de jambe. Pour cette société, nous faisons ce qu'ils appellent la socket, qui est le morceau qui va se clipser, je ne sais pas comment dire exactement, va se clipser sur la jambe du patient. Là, on le fait avec deux matières. C'est plutôt intéressant comme solution, avec une coque en PA12, donc une matière solide et rigide, qui va apporter la qualité mécanique, et une espèce de chaussette qui se met à l'intérieur, qui est faite en TPU pour plus de confort pour le patient. Puisque le patient donc, va enfiler cette prothèse sur sa jambe et donc a besoin quand même de confort. Donc, le TPU, là, va apporter la souplesse et le confort. Donc là, on est sur quelque chose qui est vraiment une solution super innovante, avec une matière BASF qui sert à apporter le confort, une matière PA12 standard qui amène la qualité mécanique, et donc vraiment quelque chose qui est très, très, très innovant pour le client. Le client fait ça aussi pour une meilleure rapidité de fabrication, puisque, encore une fois, c'est des choses qu'il pourrait faire autrement. Il pourrait faire de la coulée sous vide, il pourrait faire des choses comme ça. Mais en faisant de la fabrication en 3D, il est capable de fabriquer rapidement. Donc, ce sont des prothèses qui sont faites évidemment sur mesure. Donc, il y a un opérateur qui a pris des dimensions, qui a pris un scan de la jambe. Chez ProSuite, il y a quelqu'un qui va fabriquer le fichier 3D sur mesure. Donc, il faut continuer d'aller très vite, et c'est fabriqué chez Sculpteo très, très rapidement avec ces deux matières assemblées et envoyées. Donc, ça, c'est quelque chose qui existe autrement qu'en 3D, mais le fait de le faire en 3D, ça raccourcit énormément les délais de livraison et ça permet de faire du sur-mesure avec une moindre complexité. Donc, c'est très intéressant pour le client. Voilà, c'est vraiment les deux exemples que je voulais vous présenter. Donc, d'un côté, de la fabrication industrielle, petite série, moyenne série, beaucoup de cycles de fabrication. De l'autre côté, entièrement sur mesure, dans un domaine médical et paramédical, donc quelque chose qui est quand même assez régulé, avec des certificats importants sur les matières. Donc là, vraiment deux domaines assez séparés, mais que nous sommes capables de suivre chez Sculpteo depuis des années, puisque 2014 pour l'un, 2017 pour l'autre, c'est vraiment du business récurrent et c'est des choses qui fonctionnent chez Sculpteo. Hervé, je crois que je te repasse la main maintenant. Oui, merci Clément. Je vais reprendre ma présentation. Normalement, c'est bon, ça doit être bon. Oui, c'est parfait. Ok, parfait. Oui, Clément, je voulais rebondir sur ce que tu disais, en fait, à l'accélération de l'innovation, c'est un point effectivement qui est clé, que j'ai bien connu de par mes postes différents.
J'ai fait également du développement de logiciels et en fait, je dirais quelque chose de complémentaire, c'est l'accélération en fait de la mise sur le marché des produits, de vos produits, avec l'impression 3D. Nous, on estime en fait qu'avec l'impression 3D, ça permet d'accélérer entre 2 et 6 fois la mise sur le marché de produits. Donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important, extrêmement intéressant, puisqu'on parle d'argent et de temps. Donc ça, c'est un élément qui est clé. Voilà, on a eu beaucoup de discussions avec des clients et c'est un des points clés de pouvoir mettre des produits sur le marché le plus rapidement possible et d'être très concurrentiel et d'être innovant. Donc, et là, l'impression 3D, clairement, a un impact significatif pour accélérer cette phase de mise sur le marché en innovant qu'on peut faire dessus et de façon sur un mode très accéléré. Là, sur la vidéo, c'est un cas en fait de chez Krones, c'est une société allemande de à peu près 13 000 personnes qui fait plus de 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires et qui a quelques imprimantes à nous chez eux. Cet industriel fait des lignes de production destinées à la manipulation de liquide et l'embouteillage de liquide. Donc typiquement, là, on est en plein été, c'est un projet qui est rafraîchissant parce qu'on parle d'un système de retournement de canettes de bière et de changement de format pour la même fonction, c'est-à-dire retournement de canettes. Donc là, le système que vous voyez ici au centre de l'écran, je remets mon pointeur laser. Ce système-là, donc c'est un twister, un retourneur. Il y a quelques milliers de canettes qui passent par heure à l'intérieur. Et le design que vous voyez, ce twister, je ne peux pas lancer la vidéo parce qu'il y a des problèmes de flux vidéo. C'est quelque chose qui a été conçu et produit entièrement en 3D, entièrement avec la technologie MJF. C'est strictement impossible à faire avec une autre technique. Voilà. Et les gens sur la ligne de production, quand ils changent de format, ils viennent d'éclipser cet élément qui fait un peu plus d'1 mètre. Donc, il a été imprimé en 3-4 parties. Et ils viennent changer de format en un peu moins de 10 secondes. Voilà. Et ça, le changement de format, le changement de production, c'est un des sujets clés dans l'industrie, de pouvoir très rapidement changer de type de production. L'impression 3D, ça c'est un cas particulier, permet de le faire à un moindre coût. Et là encore, on est sur des temps de mise au point qui ont été extrêmement rapides pour mettre en place en fait ce twister. Ça, c'est vraiment un cas industriel. Alors, il n'y a pas eu des centaines de milliers de pièces produites, mais là, on est sur une pièce qui fonctionne H24, 7 jours sur 7, dans des usines, chez les plus grands groupes de l'agroalimentaire, et donc sur des canettes ou des bouteilles. Voilà. Ça, c'est quelque chose que je trouve très intéressant, qui montre également en fait la confiance que peut avoir cet industriel vis-à-vis des pièces sorties des imprimantes HP. Donc, le deuxième cas, c'est un cas qui est très connu chez HP, sur lequel on revient très souvent, c'est la société SmileDirect. C'est une société américaine qui a clairement grandi avec la technologie HP depuis 4-5 ans. C'est une société qui aujourd'hui a environ 70 imprimantes de chez HP, produit quelques dizaines d'aligneurs moules pour des aligneurs dentaires par an. Donc voilà, on est sur un niveau de productivité qui est très élevé. La plus-value de l'impression 3D, là-dessus, elle est très forte et indiscutable, puisqu'on est sur un workflow de travail qui est complètement numérisé, à savoir que le patient reçoit des moules pour pouvoir prendre une empreinte de ses dents, l'envoie à SmileDirect. SmileDirect scanne en fait cette empreinte. À partir de là, génère un moule qui lui-même sert à produire un aligneur dentaire. Donc, on est vraiment, même si on est sur des dizaines de milliers de produits qui sont mis sur le marché par jour, on est sur des produits qui sont entièrement spécifiques et dédiés à un patient. Donc ça, c'est vraiment un autre cadre dans lequel l'impression 3D a un impact fort. Et clairement, ce n'est possible qu'au travers de l'impression 3D. Aucune autre technologie sur ce niveau de volume permet de faire ce genre de choses et ce type d'innovation dans le domaine médical. Là, c'est un produit qui a été fait en PA12, typiquement, et le partenariat avec SmileDirect continue et perdure, et ils sont en train de se développer, pas seulement aux US, mais en Europe.
Voilà, donc ça c'est un autre cas où on est vraiment sur des millions de pièces à l'année et qui est quelque chose de très très parlant pour l'impression 3D et pour HP. Voilà pour ces deux cas que je peux communiquer. On en a bien d'autres qu'on pourrait partager en off avec chacun de vous. Mais voilà, ça c'est les deux cas clés dans le domaine de l'industrie et avec un volume de production très très important que je voulais vous présenter. Merci beaucoup Hervé. Merci Clément. Alors, on va passer du coup maintenant à la partie questions, parce qu'il y en a quelques-unes. Du coup, moi je vais commencer par plutôt les cas d'application, ce qu'on a vu en dernier. Alors, il y avait une question pour toi Hervé, c'est quel est le matériau qui est utilisé pour le twister chez Krone? PA12. PA12, ok. Et est-ce que aujourd'hui, vous êtes capable d'évaluer un peu la durée de vie des pièces qui sont imprimées en 3D, c'est-à-dire combien de... Alors, c'était une très bonne question. Je vais faire une réponse de Normand. Ça dépend des contraintes appliquées sur les pièces. Bien évidemment, une contrainte mécanique qui sont appliquées ou s'il y a effectivement, des fois, il y a des pièces qui sont en contact avec des éléments chimiques très corrosifs ou très agressifs. Donc, c'est à étudier avec nous au cas par cas. On est prêt à évaluer vos contraintes et vos besoins pour vous donner certains éléments, puisqu'on a des white papers qui nous permet effectivement, en fonction des besoins et des contraintes clients, d'avoir une réponse précise, plus précise que ce que je viens de faire. Parfait, merci. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui nous demande si on peut avoir la vidéo. Alors, ce que je te propose, Hervé, peut-être si tu peux mettre le lien dans le chat. De la vidéo de Krone. De Krone, oui. Comme ça, on peut voir, les participants peuvent voir à quoi ça ressemble exactement. Du coup, j'en profite pour te poser une question, Clément, sur du coup, les prothèses CrossFit et parler de conception qui était plus rapide et de fabrication aussi. C'est-à-dire, est-ce que tu saurais donner une estimation du temps d'impression voilà, le moment où on vient justement démarrer l'impression et Alors où le oui, client... nous sur ce sujet CrossFit, nous faisons notre travail en moins d'une semaine. D'accord, ok. Alors avant, CrossFit a fait la conception, donc ils doivent passer quelques jours à faire la conception. Mais ça permet quand même de raccourcir énormément les temps de livraison des prothèses. Parce que la prothèse, c'est un sujet compliqué. Sans la 3D, c'est un artisan qui fait ça avec du thermoformage. Ok. Je voulais apporter aussi une petite réponse à un petit élément sur la question précédente. Nous, on a des clients qui utilisent les pièces réellement en production. Hein, donc, il y a des pièces qui tournent depuis très très longtemps dans des ateliers, par exemple. On a aussi les clients qui font, par exemple, de l'accastillage, donc tout ce qui est accessoires sur les bateaux. Donc là, les pièces sont soumises aux éléments. On a des pièces qui servent sur des bateaux à voile, donc qui sont dans les embruns en permanence et les clients ont validé les matières, entre autres le PA12HP. Ça fonctionne dans ces domaines-là. Donc on ne peut pas encore vous dire si ça tient pendant 10 ans, mais en tout cas, ça donne satisfaction aux clients. Clairement, il y a un élément qui est clé côté pièces HP, c'est qu'on a une non-porosité, donc ce qui nous permet effectivement d'avoir des très très bonnes résistances au regard des liquides. Et effectivement, on a aussi le PP de chez BASF, le polypropylène, qui lui est encore plus résistant sur des matières chimiques, des bases ou des acides. Et là, on a des white papers qu'on peut communiquer sur les tests qu'on a opérés, qu'on a fait et les résultats qu'on a obtenus, qui sont d'ailleurs très très bons. Ok. Merci. Il y a une question qui vient d'arriver sur la capacité à stériliser. Désolé, Mélanie. Pas de souci. Si je me mets à faire ton boulot. Oui, nous, on a des clients qui le font. On a des clients qui ont validé des process de stérilisation alors, en autoclave ou avec le gaz, je ne sais pas comment il s'appelle, qui permet de stériliser directement. Donc, ce sont des choses que les clients arrivent à faire et à faire certifier ensuite par les différentes autorités. Parfait. Du coup, j'en profite Clément. Est-ce que vous avez vu la question d'avant? Est-ce que vous êtes équipé de solutions de lissage mécanique type Tribofinition chez Sculteo?
Oui, bien sûr. Donc, on a les différents procédés de finition qu'on va pouvoir appliquer sur ces matières. Donc, la tribofinition qui va permettre de véritablement polir la surface. Alors, c'est pas vraiment un polissage, en vrai, c'est un écrouissage, c'est-à-dire que les cales de tribofinition vont plutôt taper sur la surface et la durcir petit à petit. Il y a un petit polissage qui se fait aussi. Donc ça permet d'obtenir une surface plus lisse que les pièces brutes, avec un aspect relativement mat. Ensuite, on a un grenaillage. Donc, un grenaillage, c'est comme le sablage avec les billes de verre, sauf que c'est avec des billes qui sont beaucoup plus grosses, qui font un demi-millimètre de diamètre, qui sont plus lourdes. En général, on utilise des céramiques et légèrement plus abrasives aussi. Et donc, ça va permettre d'avoir une surface très dure, pas très dure, beaucoup plus dure et plus brillante. Là, c'est vraiment une finition qui est intéressante. On fait beaucoup, par exemple, dans la lunetterie, cette finition-là. Ça permet d'avoir un côté outdoor aussi, parce avec le grenaillage, on va vraiment finir d'étancher la surface. Donc Hervé le disait, la porosité sur le procédé MJF est déjà très très bonne. Par rapport au SLS, il y a moins de porosité. Mais avec les finitions polissage puis grenaillage, on va vraiment boucher tout et avoir une pièce qui va pouvoir tenir comme ça aux intempéries avec un très bon niveau de qualité. Et du coup, je rebondis sur ce que tu viens de dire. Tu parlais de non-porosité. De quel niveau de densité parle-t-on? Alors, sur le polymère, le sujet, c'est plutôt la porosité de surface. C'est pas comme en métal où on va parler de porosité interne ou en forge, par exemple, 97%, des choses comme ça. Donc là, moi, je n'ai pas de valeur de densité de porosité à l'interne, en intérieur. C'est plutôt le sujet de la porosité de surface dont on parle. Si on veut encore améliorer la porosité de surface, on a aussi le procédé de lissage chimique. Donc là, c'est une attaque par un solvant qui est fait dans une autoclave, qui va légèrement fondre la surface de la pièce. Et quand la surface se resolidifie, c'est comme une peinture, elle est tendue, elle est plus lisse qu'avant sa fusion. Ça permet d'obtenir une surface qui est vraiment non poreuse. Et donc, on va gagner aussi en termes de qualité mécanique. Par exemple, les essais en fatigue sont bien meilleurs après lissage chimique, puisqu'il n'y a plus de porosité de surface, donc il n'y a plus d'amorce de rupture. Et donc, la fatigue est bien meilleure. Très bien. Alors, on a une question de Tim sur le liant. Donc, le liant est chargé en noir de carbone. Par conséquent, est-ce que les pièces MJF ont une meilleure conductivité électrique que les polymères standards utilisés, ou est-ce que la chaleur dégrade assez ce liant pour obtenir une pièce isolante? Alors, et je vois aussi qu'il pose une question complémentaire, c'est modifier les propriétés au niveau voxel, cas d'application, exemple. Alors, je vais commencer par la dernière. Tout à l'heure, je parlais de contrôle au niveau voxel. En fait, c'est un contrôle au niveau voxel. Alors, il n'y a pas de modification puisque on vient appliquer l'énergie couche après couche, et avec la caméra thermique qui est au niveau de l'imprimante, on vient contrôler les températures sur différents niveaux du bac d'impression, et ce qui nous permet d'ajuster ou pas la température de fusion. Ça, c'est la première des choses. Et bien évidemment, on ne vient pas modifier voxel par voxel les températures. Là, les lampes, en fait, appliquent sur couche après couche la température. Et c'est couche après couche qu'on est capable d'ajuster ou pas s'il y a besoin de modifier la température. Sur le liant, un comparatif par rapport à d'autres PP ou TPU, très sincèrement, il faut que je creuse. Donc, je propose à Tim de revenir vers moi par la suite. On a eu des essais avec des grands noms, notamment dans le secteur de l'électronique, à ce sujet-là, et on avait des très bons résultats au niveau CEM. Donc, la capacité à rentrer dans des salles blanches, typiquement. Mais il faut savoir effectivement, dans ce cadre-là, là encore, ce qu'ils cherchent en termes de besoins et de contraintes par rapport à de la conductivité ou de la CEM. Donc, je lui propose d'en discuter
à part, voire même d'engager en fait notre ingénieur d'application sur ce sujet-là. Très bien, merci Hervé. Alors vous avez voulu parler de post-traitement et une question sur est-ce que HP propose ou recommande des solutions de dépoudrage par sablage automatisé? Non. Là, en fait, sur le... Alors, il y a deux choses, hein, parce que la question, elle est sur le dépoudrage et le sablage, mais nous, chez HP, c'est deux phases bien distinctes. Le dépoudrage se fait au niveau de la processing station, de la station de gestion des poudres, ou de la machine de dépoudrage automatique, donc, que Sculteo a acquis il n'y a pas très longtemps. Donc ça, c'est une première phase, et une première phase qui est indispensable. Et après vient le sablage. Donc autant on a une machine automatique et une machine semi-automatique HP pour la partie dépoudrage, autant pour la partie sablage, je dirais qu'on s'interface avec toutes les machines du marché, soit manuelles, semi-automatiques ou automatiques. Et il n'y a pas de, on n'a pas de contraintes ou de prérequis par rapport à telle ou telle marque. Le panel d'utilisation est assez large. Ok, merci Hervé. On a une question sur les poudres et sur le taux de refresh. Est-ce que finalement tous les matériaux offrent le même taux de refresh? Non. Sur les polyamides, typiquement le PA12, on est sur du 80-20, donc 80% de poudre ancienne et 20% de poudre fraîche à utiliser en fait dans le bac d'impression. Sur du PA12, on est plutôt sur du 70-30, et sur le PP, on est à 100%. Donc toute la poudre qui est collectée au niveau de la processing station ou de la station de dépoudrage automatique est récupérée et réinjectée pour une production, une nouvelle production. Ce qui fait que le PP est extrêmement intéressant au niveau du coût de production, parce qu'il a deux aspects. Un, je dirais même trois. Un, il est la matière brute et la moins chère en fait de notre portfolio. Deux, il a un taux de recyclabilité qui est très fort, 100%. Et trois, c'est un matériau qui peut rentrer dans les bacs jaunes. Donc, il y a une filière de recyclage en France et en Europe. Et c'est pourquoi ce matériau, donc PP de chez BASF, est extrêmement intéressant. Après, il faut bien évidemment voir s'il répond d'un point de vue contraintes et besoins mécaniques au marché et au projet sur lequel on pourrait discuter. Mais le PP, effectivement, est très intéressant d'un point de vue coût de production. En termes de coût, il y a un troisième facteur qui va dans le bon sens pour le PP, qui est sa densité propre. Puisque les prix de poudre sont toujours donnés au kilogramme, mais le PP est 15 à 20% moins dense que le PA12. Donc la même pièce va peser 20% moins, enfin 15 à 20% moins lourd, et donc elle va être encore 15 à 20% moins chère. Donc ça, c'est quand même assez intéressant, parce qu'en général, on parle du prix d'une pièce, on ne parle pas du prix d'un kilogramme de pièce. Mais vu que les prix de poudre sont, eux, donnés au kilogramme, ça fait encore un facteur. Nous, on considère que le PP, là c'est vraiment la parole BASF, mais c'est aussi la parole de Sculteo, on considère que le PP est une véritable alternative aux différents polyamides. Il y a encore des sujets techniques qui doivent être résolus. Hein. C'est pas totalement terminé, et c'est pour ça qu'il y a encore un marché en PA12. Mais on est vraiment convaincu que le PP est la bonne alternative au PA12 et au PA11 dans un futur très très proche. On va continuer justement cette... Pardon. On vous engage à l'essayer chez Sculteo, et pour ceux qui ont des machines, évidemment, à se rapprocher des vendeurs de poudre, que ce soit par HP ou par BASF. On continue justement sur cette thématique matériaux. Alors, il y a quelqu'un qui demande s'il existe des poudres chargées. Hervé, tu as évoqué les Oui. poudres chargées en billes de verre. PA12, uniquement chez nous, PA12 glace bit. Voilà. Hop. Ensuite, on a une question sur les équipements de sablage. Donc, au-delà de la marque des équipements de sablage, certains médias sont-ils plus recommandés sur certains matériaux versus billes de verre standard, notamment sur PP et TPU? Existe-t-il un état de l'art public chez HP?
Alors, sur la partie PP, TPU, je pense que la partie expertise, à la limite, elle est plus chez Sculteo. Je laisserai Clément répondre là-dessus, mais Clément, qu'est-ce que tu en penses sur la partie PP, TPU par rapport à ce que vous faites déjà? Il y a pas mal de travail sur effectivement les abrasifs, enfin les médias de sablage. Le TPU est assez difficile à sabler. Ça, il faut s'y attendre. Si vous vous lancez dans un projet de production en TPU, c'est un sujet qui est pas simple, dans lequel il y a pas mal de know-how à construire. Donc, ce qui milite évidemment pour commencer par un travail en service bureau, mais n'empêche que c'est une réalité. C'est quand même difficile à post-processer et à sabler. C'est difficile à sabler parce que c'est une poudre flexible. Et donc, quand la bille arrive sur la pièce, en fait, elle perd son énergie à modifier, enfin, à déformer la pièce. Et du coup, les billes ont du mal à enlever la poudre. Donc, il y a du travail, il y a une possibilité avec du sablage cryogénique. Ça donne des très bons résultats, mais c'est très lent. Donc ça, c'est utiliser non pas des médias durs, mais c'est utiliser de la glace carbonique pour sabler. Ça fait des choses qui sont vraiment très très jolies, mais c'est lent et cher. Donc, ce n'est pas forcément facile à faire en mode industriel. Et nous travaillons aussi avec des médias plus gros, plus lourds. On va peut-être aller jusqu'à de la bille d'acier. Donc, c'est bientôt les deux versions. Mais qu'est-ce que tu penses? C'est-à-dire que tu as effectivement l'aspect dépoudrage, sablage, et pour avoir un état de surface, on va dire, quasi parfait, ce qui est intéressant, y compris sur le TPU, c'est de passer en polissage chimique également. Donc, c'est l'étape d'après. Hein. Le polissage chimique, ça nécessite d'avoir déjà une pièce qui est propre. Tout à fait. Une pièce qui a été sablée le mieux possible, puisque le problème du polissage chimique, c'est que si vous laissez de la poudre sur la pièce, le polissage chimique va faire fondre cette poudre et la pièce va être moins belle. En général assez affreuse. Donc, il y a vraiment un sujet de nettoyage préalable au procédé de polissage chimique. Donc, ça, on le prend en charge chez nous. C'est quelque chose qu'il faut vraiment développer. Pour ceux qui vont acheter des machines à RV suite à ce webinaire, c'est quand même assez difficile de post-processer, mais voilà, la connaissance s'améliore petit à petit, que ce soit chez HP ou chez les confrères. Donc ça se fait avec des médias qui sont effectivement pas forcément de la bille de verre de 200 microns comme sur du P12. Merci beaucoup. Une dernière question et après, du coup, on s'arrêtera là parce que je vois que l'heure tourne. Une question de Yann. Quel matériau est le plus adapté contre l'embrun marin et les contraintes mécaniques? Je ne sais pas si Clément a un retour par rapport à ça à donner. Oui, donc le PA12 standard fonctionne et on devrait obtenir des résultats encore meilleurs en polypropylène. Très bien. Alors, il y a quelques questions auxquelles on n'a pas répondu, mais on vous recontactera du coup à la suite de ce webinaire pour y répondre, donc pas de souci. Merci en tout cas Hervé et Clément pour votre éclairage. Le webinaire sera du coup disponible en replay sur notre chaîne YouTube et sur 3D Native, donc n'hésitez pas si vous avez besoin de revoir certains passages. Merci beaucoup messieurs, encore une fois. Merci à toi Mélanie et bonne journée à tous. Bonne journée à tous et puis bel été et à bientôt. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir.